Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola s'amplifie. Elle a tué plus de 2400 personnes sur près de 5000 cas selon le dernier bilan de l'OMS en date du 12 septembre. Le continent veut toutefois faire front commun pour venir à bout de la maladie. Plusieurs candidats sont annoncés au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Michaël Jean, envoyé spécial de l'UNESCO à Haïti, en fait partie et entend bien succéder à l'actuel secrétaire général Abdou Diouf. Et enfin, au Gabon, à quelques semaines de la rentrée scolaire, le 29 septembre, les parents ne semblent pas encore disposés à acheter les fournitures. Les problèmes financiers sont souvent évoqués. Beaucoup préfèrent attendre le dernier moment. La propagation du virus Ebola alerte les pays africains qui s'unissent contre la maladie. Le nombre de cas augmente plus vite que la capacité à les gérer. Une faille qui révèle la vulnérabilité des systèmes de santé africains, comme nous l'expliquent Aminata Diak et Guillaume Durand. Endiguer l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest, tel est l'objectif que se sont fixés les autorités des pays touchés par le virus. Cependant, la fièvre hémorragique est devenue une préoccupation de tout un continent. En effet, la maladie a atteint des proportions sans précédent qui alertent tous les pays africains, notamment en ce qui concerne la solidité de leur système de santé. Le vrai problème de notre système sanitaire qui est fragile et parfois même inexistant dans des pays qui sortent de situations de crise et de guerre, qui n'ont pas eu le temps de reconstruire et de rebâtir leur système sanitaire. Donc, pendant longtemps, le système sanitaire n'a pas su réagir. C'est face à la persistance des cas et face au nombre de décès que les médecins se sont posés des questions et ont fait d'autres investigations qui ont révélé l'existence du virus Ebola dans la sous-région. Les défis à relever en matière de santé en Afrique restent énormes. Certaines populations connaissent encore de réelles difficultés à accéder aux soins de santé. Pourtant, l'assurance maladie est récemment entrée dans une phase d'extension sur le continent. Plusieurs pays ont entamé la mise en place de la couverture maladie universelle. La priorité devra être également la couverture sanitaire universelle. Aujourd'hui, la population paye elle-même les soins de santé. Il est temps qu'on puisse protéger le risque sanitaire en offrant à tous nos pays une assurance maladie. En Afrique, chaque pays dispose de son propre système de santé par rapport à son histoire et aux conditions économiques et sociales, même s'il existe des traits communs dans l'organisation et la gestion. Le financement de santé reste majoritairement public. Pas vraiment sûr que cela suffise à répondre de manière efficace aux défis sanitaires du continent. Un défi que le prix UNESCO Guinée équatoriale, qui sera remis ce lundi à Sipopo, entend contribuer à relever. Un événement à vivre à partir de 9h GMT sur Africa 24. Le mandat d'Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie s'achève au mois de novembre 2014. Plusieurs personnalités se sont déjà déclarées candidates à sa succession. Parmi celles-ci, Michaël Jean, ancienne gouverneure du Canada et envoyé spécial de l'UNESCO à Haïti. Son portrait avec Guillaume Durand. Abdou Diouf, l'actuel secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, quittera ses fonctions à la fin du mois de novembre. La bataille pour lui succéder à la tête de l'instance internationale fait déjà rage. Après le Burundais Pierre Bouyoya et l'Équato-Guinéen Augustin Mfumunze, c'est au tour de la Canadienne Michaël Jean de se porter candidate. Toute ma vie, j'ai cherché à créer des conditions qui permettent le dialogue, même là où on le croyait improbable, voire impossible. J'ai su favoriser des espaces d'écoute, de débat et de concertation pour faire prospérer des idées. Je crois en la francophonie parce que c'est un espace de réalisation dont il faut maximiser tous les acquis et le potentiel. J'en suis convaincue. La francophonie peut montrer au monde ce qu'il est possible d'accomplir lorsque toutes les volontés sont à l'œuvre. Journaliste pendant plus de 15 ans, gouverneur du Canada de 2005 à 2010, puis envoyé spécial de l'UNESCO à Haïti, Michaël Jean s'impose comme une candidate sérieuse au poste de secrétaire général de l'OIF, un poste dont les fonctions, si elles sont multiples, ne permettent pas encore de peser sur le concert des nations. Le secrétaire général de l'OIF, c'est celui qui est chargé effectivement de faire tenir cette structure au plan
administratif, au plan de la mise en place des résolutions qui sont prises par l'organisation et par la réalisation des projets qui tiennent à cœur tant à la francophonie comme par exemple l'organisation du sommet de la francophonie. Mais quant à savoir l'influence réelle de la francophonie au niveau international et en particulier du secrétaire, je dirais vraiment que c'est minime. C'est une organisation qui n'a pas encore véritablement de poids sur le plan international. Le prochain secrétaire général de l'OIF devra néanmoins poursuivre les missions entamées par l'Égyptien Boutros Ghali et le Sénégalais Abdou Diouf, promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, ou encore appuyer l'éducation. Et nous recevons justement sur ce plateau Michaëlle Jean, ancienne gouverneure du Canada et actuellement envoyée spéciale de l'UNESCO à Haïti. Elle est aussi candidate à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors Madame Jean, dites-nous, on vient de le voir, vous êtes candidate au poste de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Que représente cet organisme pour vous ? Premièrement, j'y crois. J'y crois parce que c'est une organisation qui a beaucoup plus de crédibilité que ce qui se dit dans le reportage que l'on vient de voir. C'est-à-dire que maintenant, avec entre autres tout ce qui s'est accompli avec cette organisation dont les opérateurs sont bardés d'expertise, on voit des organisations comme les Nations Unies, l'OEA, l'Organisation des États américains, l'Union africaine et quantité d'autres faire appel à l'OIF en raison justement de ses compétences, son efficacité pour, par exemple, travailler à la sauvegarde et à la prévention des crises, la sauvegarde de la paix, la prévention des crises, pour accompagner des processus électoraux, pour accompagner la démocratisation des pays, dans plusieurs champs d'action aussi, comme l'éducation, le numérique et quantité d'autres. Vous abordez justement les missions un peu de la francophonie et vous appelez à une francophonie plus tournée vers l'économie. Vous parliez tout de suite de champs de conflit, par exemple la résolution de conflits. Est-ce que la francophonie ne va pas s'écarter de sa dimension première qui est la défense de la langue française ? Au fait, dimension première certes parce que c'est un espace qui regroupe des pays qui ont en partage, pour la grande majorité d'entre eux, la langue française. Nous sommes des peuples de tous les continents qui chérissons la langue française. Et on continuera de travailler au rayonnement de la langue française, mais aussi à la démocratisation de l'enseignement de la langue française, de l'accès à l'école, à la fortification aussi et le renforcement de la qualité de l'enseignement du français et de la scolarisation dans les pays de la francophonie. Mais cela dit, en plus de sa crédibilité au niveau politique, une crédibilité bien acquise et respectée, il y a en ce moment ce souci venant des chefs d'État et de gouvernement des pays de la francophonie de voir à ce qu'on insiste davantage sur une stratégie économique pour les pays de la francophonie. Mais quels seront alors vos projets pour les pays membres de l'OIF s'affirment dans un monde globalisé ? Mais imaginez, dans cet espace, nous sommes des pays industrialisés, qui sont à la table du G7, du G20. Nous sommes des pays en émergence, des pays en développement, des pays moins avancés, mais dans tous les cas de figure, peu importe le niveau de développement, nous sommes des pays riches en ressources humaines, en ressources naturelles, en potentialité, en accomplissement, en expérience. Et c'est formidable de pouvoir, en quelque sorte, mieux canaliser toutes ces forces que nous avons, tous ces outils que nous créons, ces contenus, tous ces forums aussi économiques auxquels nous appartenons, sur une stratégie claire avec des objectifs bien fixés pour déboucher ensemble sur des marchés, pour développer ensemble des marchés, pour échanger davantage sur le plan économique. Et je crois que c'est tout à fait possible et on prend très au sérieux, l'OIF travaille d'arrache-pied d'ailleurs sur vraiment un énoncé de stratégie économique pour la francophonie qu'il faudra par la suite mettre en œuvre. Et moi, mon souci, c'est vraiment un souci de résultat, une obligation de résultat, parce que de cette emphase mise sur le développement dépend énormément l'avenir de quantité de peuples, de populations, de pays, et on devrait pouvoir y arriver. Madame Jean, dites-nous, le discours que vous prenez actuellement ressemble un peu au discours des autres gros candidats de taille, à l'instar du Mauricien Jean-Claude Delostrac ou encore Pierre Bouyoya, qui se sont récemment déclarés candidats. Qu'est-ce qui finalement va vous distinguer lorsque vous prendrez
sommet ou pas la tête du secrétariat général de la francophonie? C'est sûr que lorsque nous parlons économie tous et de stratégie économique pour la francophonie, c'est parce qu'il est absolument nécessaire de se rapporter aux aspirations et aux exigences, aux attentes formulées par les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie lors du sommet de Kinshasa en 2012. Mais qu'est-ce qui me distingue? Premièrement, le fait d'avoir été gouverneur général et commandant en chef d'un pays très avancé et d'avoir en quelque sorte, en ce sens, exercé les qualités et les responsabilités de chef d'État, d'avoir sillonné le monde aussi en établissant des discussions et des réflexions bilatérales avec des chefs d'État partout à travers le monde. Donc il faut je pense, avoir cet accès, cette possibilité et toutes ces relations déjà développées. Le fait d'une diplomatie aussi très active, de proximité, à échelle humaine. C'est-à-dire que toujours, je me suis aussi rapprochée et travaillée de très près avec la société civile. Où que je sois allée dans le monde, et j'ai effectué 10 visites d'État en Afrique notamment, j'ai toujours pris le temps d'aller écouter aussi ce qui se fait, où sont les forces vives dans ces pays. Vous allez prôner plus la proximité? Absolument, je pense que c'est essentiel parce que, par exemple, je me réjouis de voir qu'au Sénégal, au sommet de Dakar, en novembre là, 2014, que ce sommet sera coiffé vraiment de la place, du thème de la place des jeunes et des femmes comme acteurs de paix et vecteurs de développement. Et ça, c'est essentiel. Il faut absolument que les femmes et les jeunes fassent partie de l'équation. Et ça, pour moi, c'est pas nouveau. C'est quelque chose que je cultive et que je travaille. C'est un front sur lequel je travaille depuis très longtemps. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Michaëlle Jean. Je rappelle que vous êtes donc ancienne gouverneure du Canada, actuellement envoyée spéciale de l'UNESCO à Haïti, mais aussi candidate à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Je vous remercie. Dans l'actualité également, rentrée scolaire sur fond de crise économique au Gabon. Il reste 2 semaines aux familles pour effectuer leurs derniers achats, mais les commerçants ne notent pas d'effervescence dans les magasins, comme nous l'explique le reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. À jour J-17 de la rentrée des classes, les espaces de vente de fournitures scolaires de Libreville n'affichent pas d'affluence. Contrairement aux années précédentes, il n'y a pas de grande bousculade dans les librairies et autres établissements commerciaux de Libreville exerçant dans la vente de fournitures scolaires, et pour cause. Les coûts élevés de ceux-ci et le fait que l'argent se fait de plus en plus rare dans le pays. Je suis venue pour acheter les fournitures de mon fils. Je n'avais pas encore d'argent, mais c'est maintenant que je trouvais l'argent pour acheter les fournitures. Pour les élèves, le coût des articles ne compte pas. L'objectif premier est de pouvoir payer l'ensemble de leurs fournitures avant la rentrée des classes et de préférence dans le même magasin. Pour moi, je constate qu'ils ne sont pas si différents de ceux de l'année dernière. On ne pèse pas le poids des dépenses lorsque nous ne sortons pas l'argent de nos poches. Les espaces commerciaux affichent ainsi une faible fréquentation alors que la rentrée des classes est fixée par le ministère de l'Éducation nationale au 29 septembre prochain. Ici, certains parents estiment que malgré la qualité des produits qu'offrent les grands espaces commerciaux, les coûts restent assez élevés et donc pas à la portée de toutes les bourses. Certains parents achètent désormais dès la fermeture des cours pour la prochaine rentrée pour ne pas subir l'inflation de la rentrée scolaire. Je suis venue essayer d'abord non seulement de faire la différence des prix sur certains articles et accompagner une amie. De toute façon, mon compte, je ne l'ai pas ici. Il est excessivement cher. Dans la capitale gabonaise, ils sont encore nombreux, ces parents d'élèves qui n'ont pas encore fait le trousseau scolaire de leur progéniture. Beaucoup attendent le 25 septembre pour s'y atteler, car le mois d'août est souvent qualifié de difficile après les fêtes du 17 août commémorant l'indépendance du Gabon. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.